Merci à la filière de me donner l'opportunité de présenter ces travaux qui ont commencé et qui ne sont pas encore finis. Et donc je vais vous parler de la mutation d'une protéine ribosomale, de la grande sous-unité du ribosome, RPL13, et son implication dans le tissu osseux et dans son développement. Alors un tout petit peu de contexte sur les ribosomopathies, parce que je vais vous parler du ribosome. Le ribosome, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'usine à protéines de l'organisme, et ce ribosome, il se trouve dans toutes les cellules de façon tout à fait ubiquitaire. Et il comporte deux sous-unités, une petite sous-unité et une grande sous-unité. Il y a un ensemble de pathologies génétiques qu'on nomme sous le nom de ribosomopathie. Et ces ribosomopathies sont souvent dues à des anomalies génétiques de protéines du ribosome, enfin de gènes qui codent pour des protéines du ribosome, et qui ont pour effet soit un désordre de la biogénèse du ribosome, donc le ribosome ne se fait pas bien dans la cellule, ou un défaut de ses fonctions. Et la plus connue de ces ribosomopathies, c'est l'anémie de Blackfan-Diamond. Et pour cette ribosomopathie, nous avons des atteintes qui sont plutôt hématopoïétiques, mais on peut avoir d'autres atteintes de tissu. Mais bien souvent, dans ces ribosomopathies, nous n'avons qu'un seul type de tissu qui présente un défaut dû à cette anomalie génétique qui touche le ribosome. Et pour expliquer ces anomalies, tissus spécifiques, plusieurs hypothèses ont été développées. La première, c'est que la concentration des ribosomes n'est pas assez suffisante dans la cellule et pour permettre du coup de produire une quantité suffisante de protéines d'intérêt pour la cellule, ou qu'il y avait des ribosomes vraiment spécialisés au sein des cellules et qui traduisaient plutôt activement un pool d'ARN messager nécessaire à la survie ou à la biologie de la cellule. Et enfin aussi des quantités ou des fonctions changements dans le ribosome et qui induisaient plutôt des effets compensatoires, mais qui engendraient des anomalies sur le tissu. Et donc nous avons des patients étaient suivis au CHU de Nantes et puis également au CHU de Tours et qui présentaient une forme de dysplasie spondyloépimétaphysaire. Et ces patients, donc ce type de dysplasie avait été décrite par Bertrand Isidore, qui est le généticien du CHU de Nantes, et il n'y avait pas eu de mutation de gènes connus pour présenter ce type de phénotype. Vous le voyez, petite stature, jambes arquées, scoliose également présente. Et donc les gènes COL2, souvent qui sont dus, ces mutations peuvent engendrer ce type de phénotype, n'étaient pas mutés chez nos patients. Et donc lorsque l'on regarde, il a été décidé de faire un exome sequencing de ces deux patients accompagnés de leurs parents, et nous avons mis au jour deux variants de novo sur le gène codant pour la RPL13, qui est une protéine de la grande sous-unité du ribosome. Et l'originalité de la mutation, du variant, c'est qu'en fait, il cause une rétention intronique, puisqu'en fait, la mutation a lieu sur le donneur d'épissage au niveau de l'intron, et il y a une rétention de 54 paires de bases, comme on peut le voir sur l'électrophorèse des ARN messagers, et associée, lorsque la protéine est traduite, à une protéine plus lourde de 2 kg Dalton, ce qui correspond à environ 16 acides aminés supplémentaires. 18 acides aminés. 18 x 3, 54. C'est bon. Donc, la protéine, à l'état hétérozygote, était présente, la mutée était présente dans l'ensemble des cellules de ces patients. Et puis deux autres patients ont été recrutés présentant exactement les mêmes images cliniques et dont un qui présentait exactement le même variant d'épissage. Et ces patients n'avaient pas d'autres atteintes que ce défaut squelettique, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'atteinte hématopoïétique comme on pouvait souvent le voir dans les ribosomopathies. Ce n'est pas le cas chez nos patients. Donc ça, ce sont nos deux patients, notre troisième et la quatrième patiente pour laquelle nous avions une mutation au niveau de l'exon 6, donc le dernier exon, mais qui présentait également le même phénotype.
Et puis, quelques mois après, ça a été confirmé, notamment par Valérie, sur d'autres patients, d'autres familles, et qui présentaient exactement les mêmes mutations que pour nos patients, celle-ci ici au niveau de l'intron, mais également au niveau de l'exon 6. Et donc, il y avait ici une confirmation de l'implication de RPL13, de la mutation de RPL13 dans ce phénotype. Alors, on avait regardé justement si le processing, la biogénèse du ribosome était normale, puisque normalement, lorsqu'il y a une mutation de la protéine ribosomale, souvent la biogénèse est anormale. Et la biogénèse, comment on la regarde? On regarde souvent le processing, la maturation des ARN ribosomaux, puisque les ARN ribosomaux vont se fixer aux protéines ribosomales pour former le ribosome. Eh bien, dans les patients, il n'y avait pas de modification de la maturation des ARN ribosomaux. Donc, a priori, le ribosome pouvait se former au sein des cellules. Lorsque l'on regarde par polysome profiling, donc on regarde les différentes formations, les différentes unités du ribosome, on voit bien que les unités sont formées chez des patients contrôle. Et chez nos patients atteints, nous avons bien formation 40S, 60S, 80S, donc les différentes sous-unités du ribosome. Et on remarque de façon, et c'était quasiment la première fois que c'était montré, qu'au sein des ribosomes, vous avez la présence de la protéine mutée. Bien souvent, une protéine ribosomale, lorsqu'elle est mutée, n'est pas intégrée au ribosome, alors qu'ici, elle était vraiment intégrée au ribosome. Et dans toutes les fractions que l'on retrouve au niveau polysomal. Et puis, on pense qu'il y a également un impact sur la traduction générale de la cellule, puisque lorsqu'on regarde l'aire sous courbe au niveau du polysome, là, ce sont en fait les polysomes, c'est l'ensemble des ribosomes attachés aux ARN messagers. On voit que chez nos patients, l'aire sous courbe est un petit peu plus faible, ce qui pourrait montrer une dynamique traductionnelle réduite chez nos patients. Alors nous, on avait émis l'hypothèse suivante, parce qu'en fait, il n'y avait pas d'autre atteinte qu'un problème statural chez nos patients, et bien que la mutation engendrait une modification de la dynamique de la plaque de croissance au niveau de nos chondrocytes. Et notamment, on pensait que le stade hypertrophique était atteint trop rapidement au sein de la plaque de croissance, qui donnait une biologie de la plaque de croissance insuffisante, et donc pouvant générer ce retard de stature. Et donc pour cela, on a deux voies d'études. La première qui est purement cellulaire, où nous étudions dans les chondrocytes l'effet du variant, et l'effet physiopathologique du variant. Et puis nous avons un modèle animal que l'on regarde plus précisément sur différents aspects, leur croissance, et puis également au niveau histologique. Alors, on avait la chance d'avoir quelques cellules souches mésenchymateuses issues d'un patient que nous avons décidé de mettre dans les différentes voies de différenciation des MSC, adipogéniques, chondrogéniques, ostéoblastiques. Dans l'adipogénique et l'ostéoblastique, nous n'avons pas vu de modification de leur différenciation comparativement à des donneurs sains. Donc là, par exemple, pour l'alcaline phosphatase sur la différenciation ostéoblastique, à la fin de la différenciation, il n'y a pas de modification de l'activité alcaline phosphatase. En revanche, lorsqu'on regardait la différenciation chondrogénique, donc dans des micromasses de cellules souches mésenchymateuses mises en différenciation chondrogénique, on notait, et ce qui est important, c'est peut-être celle-ci, l'apparition peut-être relativement précocement de marqueurs collagène de type 10 au sein des cellules, des cellules de patients, comparativement aux donneurs sains. Et puis également la présence assez rapidement de glycosaminoglycanes, ici mise en évidence par coloration bleu alcyan. Alors malheureusement, cette source de cellules n'était pas suffisante en nombre pour continuer nos études, et notamment nos études d'omiques. Donc nous avons décidé de travailler sur des IPS. Donc on a nos deux patients qui ont été, dont on a généré les IPS à partir de PBMC, et nous les avons différenciés en MSC, ces IPS, et nous avons regardé les effets sur la différenciation ostéoblastique,
il n'y a pas de modification, ou très légèrement comparativement à un donneur sain. Sur la différenciation adipogénique, non plus. Et nous sommes actuellement en train de regarder plus précisément sur la différenciation chondrogénique. Là, nos 2 patients en micromasse et le donneur sain, où on voit au trichrome de Masson une formation de la matrice qui semble à peu près normale et à peu près un petit peu retardée, pourrait être retardée dans les cellules de donneur sain. Donc tout ceci, on est encore en train de l'étudier en différenciation à des temps plus précoces ou plus avancés de la différenciation. Le second point, c'était la génération du modèle animal qui a été réalisé chez des souris par CRISPR-Cas9. Et alors, lorsqu'on regardait la zone intronique chez nos souris, si l'on faisait exactement la même mutation la première base de l'intron, celle-ci décalait complètement le cadre de lecture et on arrivait à une protéine beaucoup plus petite si on engendrait cette mutation chez la souris. Donc on avait décidé, pour être au plus proche de la mutation du patient, eh bien, d'inclure nos 54 paires de bases humaines. Donc on a humanisé en quelque sorte la souris en y incluant les 54 paires de bases humaines au sein de l'intron de la souris. Le modèle fonctionne sur le plan de la génération, puisqu'on a bien la bande 54 paires de bases dans toutes les cellules de la souris et la protéine à 26 kilodalton qui est bien plus supérieure que les animaux wild type. On a bien sûr également les animaux hétérozygotes. Donc la génération du modèle a fonctionné. Ça, c'était notre stratégie et on est en cours on élève toujours ces souris on a comparé dans un premier temps les wild type et les double KI et on génère des souris double KO issues de parents également double KO. Et c'est là où les résultats ne sont pas forcément au rendez-vous. Il faut parler des choses qui ne marchent pas parfois. Puisque quand on étudie la croissance, on a déjà vu ça au cours de la journée, on a regardé la taille des fémurs, des tibias et le poids des souris, et on n'a pas de modification de ces paramètres chez les souris double KO, ici, dans ce contexte. Alors si on regarde les souris double KO de seconde génération, ce n'est pas significatif, mais il y a une légère baisse de ces paramètres. Sur le plan de la croissance osseuse, nous avons regardé à 8 semaines de vie la quantité d'os, donc l'os trabéculaire, sous la plaque de croissance par micro-CT. Et on s'aperçoit qu'il y a une diminution uniquement sur les souris de deuxième génération au niveau de ce paramètre osseux tibial, associé à une diminution du nombre de trabécules et une diminution de l'épaisseur des trabécules. Donc ça, c'était à 8 semaines. Alors on s'est dit, tiens, s'il y a un défaut à 8 semaines, c'est peut-être que la plaque de croissance, un petit peu avant, était dérégulée. Et donc, on a regardé la plaque de croissance par micro-CT, c'est-à-dire là, la zone qui était qui était non minéralisée. On a regardé le volume. Le volume est un tout petit peu augmenté, mais encore sur les souris de deuxième génération. Et on s'est aperçu que le périmètre vraiment sous la plaque de croissance était légèrement augmenté, associé à une aire augmentée forcément, chez ces souris. Donc on pourrait penser qu'il y a un élargissement des épiphyses comme on pouvait le constater chez nos patients. Mais le phénotype n'est quand même pas très marqué par rapport à ce qu'on peut voir chez nos patients. Et puis, actuellement, on essaie de regarder à différents temps la composition, enfin surtout la forme de la plaque de croissance. Et on essaie surtout également de voir un petit peu avant, est-ce qu'à des temps beaucoup plus précoces, là j'ai vu on nous a présenté des résultats à P1, P4, ce qui peut me faire penser qu'il faut peut-être que je regarde à P1, P4. Donc ça, c'est toujours en cours. Donc, qu'est-ce qu'on a pu montrer? On a montré il semblerait que la mutation de RPL13 engendre un défaut au niveau de la chondrogénèse. Nous avons généré un modèle animal dans la lignée C57 Black 6
et il semblerait qu'il y ait un défaut de la plaque de croissance sur uniquement les souris de deuxième génération, c'est-à-dire issues de parents homozygotes mutants. Quelles sont les perspectives pour ce projet? Eh bien, lorsqu'on a généré nos cellules iPS MSC différenciées en chondrocytes, nous allons on va regarder l'impact sur la traduction et notamment par RNA-seq ribosec. Ribosec, c'est le séquençage des ARN qui sont protégés par le ribosome, puisque en fait, on pense, on espère que la mutation engendre une certaine sélectivité d'un ARN messager qui ne serait pas ou moins bien traduit à cause de la mutation. Et donc, on peut imaginer mettre en évidence par ce système un ARN messager qui serait sensible à la mutation et qui pourrait expliquer notre phénotype. Bien sûr, sur le plan fonctionnel et moléculaire, continuer sur nos cellules différenciées et puis confirmer ou challenger plutôt le modèle murin, notamment en augmentant l'activité mécanique de nos souris, puisqu'on en a parlé ce matin sur l'effet de la bipédie chez nos patients et nos souris sont sur leurs quatre pattes. Est-ce qu'en challengeant mécaniquement, on va peut-être générer un certain stress au niveau de la plaque de croissance et peut-être faire apparaître un phénotype? Et peut-être changer également de lignée, de souche. On m'a déjà suggéré la possibilité. Voilà, je voulais remercier l'ensemble du laboratoire, notamment Émilien Orgebin, là, qui est mon étudiant en thèse, qui travaille sur ce sujet, Céline et Séverine, qui sont nos techniciennes sur notamment le microscan et l'histologie, bien sûr Bertrand Isidore et puis nos collaborateurs qui nous aident sur ce sujet, et puis bien sûr les financements pour ce projet. Je vous remercie de votre attention. Merci pour ce topo. Moi j'ai une question. Il y a certaines protéines ribosomales qui sont connues pour être régulées par BMP et un certain nombre de facteurs de transcription qui sont dans la plaque de croissance, comme un facteur qui me tient à cœur parce que je l'ai étudié pendant très longtemps, NKX3.2, qui est très, très peu connu, mais peu importe. Est-ce que vous savez si votre protéine ribosomale elle est modifiée par des facteurs tels que BMP ou FGF qui seront dans la plaque de croissance? Non, pas du tout. Mais alors RPL13, quand on se rapproche des personnes qui travaillent vraiment sur le ribosome, elle est très précocement utilisée dans notamment le processing des ARN ribosomaux. Et au sein du ribosome, elle est elle est toujours présente, quel que soit le type cellulaire. Donc, effectivement, elle pourrait être régulée au niveau du chondrocyte ou des cellules osseuses, mais je ne sais pas si son niveau de régulation serait plus ou moins. Je pense que son niveau est relativement constant d'expression. Mais c'est vrai qu'on pourrait regarder. C'est vrai. Oui. Oui, si. Toujours décevant de ne pas avoir exactement le même phénotype. Bon, je ne suis pas le premier, je suis non, pas le dernier. Loin de là, on a tous ce problème. mais quand même, le fait d'avoir un élargissement métaphysaire, c'est un phénotype réel, parce que ça existe aussi chez les patients, où on a une augmentation, dans certaines dysplasies, qui est en fait une compensation pour limiter la fragilité. Donc peut-être plutôt regarder aussi au niveau de la corticale. Vous devez sûrement avoir aussi un phénotype cortical. Justement, on a regardé et non. Je n'ai pas tout présenté, mais on a regardé la corticale et il n'y a pas de modification. Non. Et puis les tailles sont vraiment, quand on les voit, il n'y a pas de modification, même à l'âge... Oui, l'élargissement. Alors que les patients l'ont, vraiment, cet élargissement. Je suis d'accord. Après, ce qu'on peut ajouter, c'est qu'il y a un défaut de pénétrance. Moi, je suis une famille mère-enfant. La mère n'a rien du tout. Donc, ça donne un niveau de complexité supérieur. La mère a 0 manifestation des radiographies de squelette normal et son fils a une dysplasie spondylo-épimétaphysaire très sévère. Il est décédé dans les premières années de vie. Donc, moi, j'ai eu une souris qui me dit « ça y est, c'est bon, ça marche », mais j'en ai eu qu'une sur... Oui, mais je pense qu'il y a un vrai défaut de pénétrance. Donc, l'interprétation, elle est difficile. Justement, pour rebondir là-dessus, est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'il y a des gènes modifiers?
C'est ce qui pourrait expliquer qu'il y a un phénotype dans un tissu dû à une autre mutation Ouais. et pas dans tous les tissus, puisque ce sont des protéines qui sont ubiquitaires. C'est vrai qu'il y a un nombre de patients quand même commence à devenir presque important, pas important, mais Significatif. ça devient significatif, parce qu'il y a encore un à Nantes là. Nous, on a au moins 4 supplémentaires avec des transmissions parents-enfants et encore une fois des mères qui ont 0 manifestation. Voilà. Et puis la tissu spécificité aussi, elle est perturbante. C'est perturbant. Mais c'est bon, quand on parle de ribosomopathie, les personnes, ça ne les perturbe pas trop. Ben, moi, oui, mais peut-être que je ne connais rien. Mais ouais. C'est vrai que quand une protéine ribosomale, par exemple RPS19, ne fait que des problèmes hématopoïétiques, après c'est surtout c'est troublant, mais après on comprend pourquoi, on sait pourquoi. Ça active P53 et ça fait mourir les cellules. C'est pour ça qu'en fait c'est le nombre de cellules qui diminue, mais chez nos patients ça n'a pas l'air d'être ça. Non. Et dans les IPS, vous avez 3 mutations différentes? Non, j'ai la mutation en +1 et +2. Et qui est celle du modèle murin? Qui est celle du modèle murin. Peut-être qu'il faut revoir les autres mutations après. Et ouais, sur l'exon, sur les exons, sur l'exon 6. Oui. Je pense que c'est pas pareil. Oui. Je suis d'accord. Comment est-ce que vous classez le variant pathogène quand vous avez une mère qui n'a aucune manifestation et l'enfant qui a une vraie manifestation pathologique? Parce que ça me fait penser, je me demandais si avec Agnès, on n'avait pas un patient qui avait qu'on nous a rendu comme un VUS sur ce gène-là. Ça avait été fait dans le domaine de la recherche, donc on se pose moins de questions. Et pour le coup, j'ai pas eu de prénatal à proposer. Si on avait eu un prénatal à proposer, on se serait appuyé sur la surveillance échographique. Hein. On aurait fait à la fois la recherche moléculaire plus la surveillance échographique. Mais on est très embêtés. En échographie, il n'y avait pas de... Alors moi, celui que je suis, je pense à ma famille, mère, enfant, c'était vraiment une dysplasie spondylo-épiméta sévère de diagnostic anténatal avec un retard de croissance intra-utérine. Ouais, là, c'était même pas anténatal, c'était même pas... Mais il y a une vraie variabilité, parce qu'après, moi, j'ai des formes beaucoup plus modérées, mais il y a certains enfants qui ont une dysplasie spondylo-épiméta anténatale. Et d'autres postnatales beaucoup plus modérées. Et donc, dans l'anténatal, moi, la mère n'a vraiment rien. C'est un gène compliqué, je pense. Et les mutations, mais surtout les corrélations génotype-phénotype sont difficiles. Donc là, on va... Ouais. Déjà, on va regarder, nous, en crayon électromicroscopie, la forme du ribosome. Donc, on travaille là-dessus pour voir si vraiment il est modifié et voir si, en termes de docking, on peut regarder si ça modifie l'interaction avec notamment les ARN ribosomaux.